Bienvenue à notre émission Jacques Roger Show sur Ivoire News Radio International, à votre radio, la meilleure des radios d'information et des passions Internet 24 heures sur 24. Nous avons notre invité en ligne depuis Abidjan. Bonsoir, professeur Alassane Salif Ndiaye. Bonsoir. Comment allez-vous, professeur? Grâce à Dieu, très bien. Ok, d'accord. Je pense que ce soir, on aura un très bon débat. Voilà, pour parler du professeur Alassane Salif Ndiaye, il est né le 12 février 1942 à Bouna. Oui. Voilà, le nom évoque d'abord le nom du professeur Alassane Salif Ndiaye évoque d'abord les amphithéâtres de la faculté de sciences et de techniques de l'université d'Abidjan. Mais depuis que le président Houphouët-Boigny a découvert ses qualités d'homme politique, le célèbre physicien a déplacé ses laboratoires dans la rue. Ancien membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ndiaye, mais aujourd'hui son cerveau et toute sa aussi, son célèbre, je dirais aussi sa plume au service de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI. Donc, depuis pratiquement, vous aviez été ministre, député, je pense maire, ambassadeur, et aujourd'hui vous êtes le secrétaire général de l'UDPCI. Je voudrais savoir si vous voulez peut-être ajouter quelque chose avant de commencer l'émission, mais juste avant de vous donner la parole pour les fonctions, je dirais, fonctions gouvernementales que vous avez écoutées. Vous avez été ministre de la Recherche scientifique, ministre de l'Enseignement, de la Recherche scientifique et de la Culture. Ça, c'était en 1989 et 1990. Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Culture, c'était en 90. Ministre de la Recherche scientifique, de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de 1990 à 91. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de 91 à 93, conseiller spécial du président Henri Konan Bédié, c'était de 1994 à 1997. Et comme je l'ai dit au départ, vous avez été ici ambassadeur auprès de la République du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie, du Cap-Vert, ambassadeur auprès de la République française, c'était en 2000 et 2001. Membre du Haut Conseil de la francophonie. Écoutez, vous avez écouté vraiment une fonction, voilà, assez kilométrique, voilà. Je vois que vous êtes un excellent visiteur de mon site. Ah oui, effectivement. Pour les décorations, je dirais, nationales, là, vous êtes commandeur de l'ordre national de l'éducation, voilà, commandeur de l'ordre de la culture, officier de l'ordre national. Pour les décorations aussi étrangères, vous avez été commandeur des plumes académiques françaises, commandeur de l'ordre du Lion, ça c'est du Sénégal, et grand officier de l'ordre national du Portugal. Exact. Voilà. Exact. Il n'y a pas d'erreur dans tout ce que vous avez dit. Ah, ok, d'accord, voilà. Donc, ça va, c'est très bien, professeur, voilà. Voilà, la diaspora, pour la diaspora qui nous écoute en ce moment, professeur, je voudrais savoir si vous voulez vous adresser à la diaspora ou bien vous voulez ajouter quelque chose avant de commencer le débat. Non, la petite chose que je voudrais vraiment indiquer, c'est la qualité de l'émission que vous animez. Je pense qu'il est extrêmement important que nos frères, nos sœurs qui sont si loin de chez nous soient si près grâce à vous par ce genre d'émission. C'est pourquoi je me prête tout volontiers chaque fois que vous le souhaitez à participer à ce genre d'émission. Merci beaucoup, professeur. Je vous assure que la dernière fois où vous étiez à notre émission, nous sommes restés, je crois, 35 minutes, mais nous avons eu beaucoup d'échos. Les Ivoiriens qui nous étaient en direct depuis l'Europe, du Canada et des États-Unis ont apprécié votre triple dimension. C'est la dimension cognitive, la dimension affective et aussi la dimension comportementale. Voilà. Juste même... Bien. Voilà. Vous avez dit quelque part en introduction que j'avais déposé mes valises en politique. Je tiens à souligner cela de manière vraiment tout à fait ferme, que je n'ai pas rompu avec l'université. Je continue à gérer ma chaire, la chaire de biologie cellulaire, d'embryologie
et de biologie de la reproduction. Certes, je ne suis plus dans les amphithéâtres, certes, je n'ai plus la craie en main, mais l'équipe que j'ai eu à former, les étudiants que j'ai eus et qui aujourd'hui sont devenus mes collègues, il y en a au moins 4 ou 5 qui sont des professeurs titulaires, 3 ou 4 qui sont des maîtres de conférences, une dizaine qui sont des maîtres assistants. Je suis en contact permanent avec eux et chaque année, ensemble, nous essayons d'actualiser nos programmes d'enseignement. Je fais de la politique, c'est vrai, mais je crois que ma fibre première est à l'université et j'y demeure. Merci beaucoup, M. Alassane Salif Ndiaye. Vous avez été quand même un ministre pendant, je dirais, 10 ans sous le président Houphouët. Je crois qu'il avait beaucoup d'admiration pour vous. C'était le moment où, quand on voyait le professeur Alassane Salif Ndiaye, je vous assure que, voilà, en vous parlant même, j'ai quand même la chair de poule, professeur. Mais depuis le départ du président Houphouët, on a l'impression que beaucoup de choses se passent en Côte d'Ivoire et sans qu'on ne trouve des solutions. La question que nous sommes tentés de vous poser, professeur, qu'avons-nous fait de l'héritage dans Houphouët-Boigny? La première chose que je voudrais déplorer, c'est que on a vu dans la philosophie politique d'Houphouët-Boigny toutes les réalisations qu'il avait eu à faire, à savoir permettre à la Côte d'Ivoire de prendre sa place dans le concert des nations, une Côte d'Ivoire respectée, une Côte d'Ivoire qui, comme il le disait lui-même, n'a pas d'ennemis mais n'a que des amis, et il a réussi à tisser, tant au plan continental qu'au plan international, toutes ces amitiés-là, qui ont fait la grandeur de notre pays. Mais je voudrais dire que le socle de tout cela, pour Houphouët-Boigny, c'était l'école, c'était la formation, c'était avoir des hommes et des femmes qui sont allés à l'école, qui ont appris, qui ont eu des connaissances et qui ont eu une expertise qui permettait à l'Ivoirienne ou à l'Ivoirien de se sentir tout à fait à l'aise, quel que soit le pays aujourd'hui dans le monde où cette Ivoirienne ou cet Ivoirien se trouvait. En clair, Houphouët-Boigny a permis non seulement de bâtir l'école au niveau de la Côte d'Ivoire, mais je vous signale qu'il a ouvert l'école de Côte d'Ivoire pratiquement à toute la sous-région. Je pense aux grandes écoles de Yamoussoukro, où ce n'était pas que des Ivoiriens, c'était pratiquement tout le continent qui se retrouvait à Yamoussoukro. Ensuite, il a permis à nos sœurs, à nos frères, de fréquenter toutes les grandes universités du monde, tant en Europe, aux États-Unis qu'au Canada. Donc, je répète, le socle, le fondement de la réussite et de la philosophie de Félix Houphouët-Boigny, c'était ça, c'était l'école. Héritage, vous avez dit qu'il nous a laissé, oui, c'est vrai, mais depuis 1990, le multipartisme qui est né de toutes les contradictions qui sont nées à l'université, et si vous regardez comment les partis nouveaux, après la fin du parti unique ont été créés, pratiquement tous les leaders sont sortis de l'université. Et le résultat aujourd'hui, presque 20 ans après, on est en 2009, c'est que nous n'avons plus d'école, nous n'avons plus d'université. L'école est moribonde si elle n'est pas totalement assassinée. Le maître n'existe plus. D'où, par ricochet, par voie de conséquence, eh bien, tous les drames que nous vivons aujourd'hui. Nous n'avons pas, 20 ans après, l'administration solide qu'Houphouët-Boigny nous avait laissée. Nous n'avons pas aujourd'hui le respect au plan de la diplomatie internationale que nous connaissions. Nous n'avons pas aujourd'hui toutes les infrastructures qui étaient en construction et qui devaient permettre à la Côte d'Ivoire vraiment d'être pas la locomotive, mais le modèle au niveau du continent subsaharien. Aujourd'hui, si nous parlons de la première puissance au sud du Sahara, on parle de l'Afrique du Sud. Mais il y a 20 ans, il y a 25 ans, nous étions avant l'Afrique du Sud. Et c'était ça la philosophie de Félix Houphouët-Boigny. Pour ne pas perdre tout cela, nous nous sommes constitués, comme vous le savez, en rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie
et pour la paix. Bataille politique, extrêmement difficile dans le contexte que nous vivons. Mais enfin, bataille absolument nécessaire, bataille de devoir, parce que nous pensons que cet héritage-là ne doit pas être spolié, bradé, liquéfié. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire concernant cet héritage qu'il nous a laissé. Juste quand même, avant de vous poser, de rentrer dans le vif du débat, vous étiez quand même membre du bureau politique du PDCI-LDA. Et à la Boigny, vous êtes resté pendant au moins, je crois, 3 ans, 4 ans. Vous avez travaillé avec le président Henri Konan Bédié. Et après, vous avez pris du recul et vous êtes retrouvé à l'UDPCI. Bon, est-ce que là, on va parler un peu de trahison? Non, je ne pense pas parce que si vous avez vu la naissance de l'UDPCI, c'était en 2001. J'étais encore ambassadeur à Paris à cette époque. Le président Gay Robert a créé son parti qui s'appelle l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, dans tout à fait l'optique de l'oufouettisme. Pour ceux qui ont suivi un peu cette période-là, il a même demandé à être le candidat de l'UDPCI, le candidat du PDCI pour les élections présidentielles de l'an 2000. Ça veut dire en clair qu'il épousait toutes les thèses, toute la philosophie de Félix Houphouët-Boigny, et peut-être par des formations professionnelles, scientifiques. Moi, j'aime les choses qui bougent, j'aime les choses qui changent, j'aime l'innovation. Et lorsque ce monsieur qui avait voulu faire de l'oufouettisme sous un autre visage, ça m'a séduit. C'est pourquoi, effectivement, à la création de son parti en 2001, j'ai adhéré à ce parti. Mais n'empêche que, professeur, il a quand même fait l'héritier de Houphouët-Boigny, entre guillemets, c'était le président Henri Konan Bédié. Et il a fait quand même un coup d'État contre le président Henri Konan Bédié. Est-ce que ce côté-là ne vous a pas gêné un tout petit peu? Oui, voyez-vous, j'ai le bonheur, mais ce n'est pas une fuite par rapport à votre question. Quand le coup d'État a eu lieu, je n'étais pas là, j'étais ambassadeur du président Henri Konan Bédié au Sénégal. Après le coup d'État, j'ai été ambassadeur du chef de l'État Robert Gay en France. Je suis républicain et c'est dans cette veine-là que je suis passé ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, puis en France. Quel qu'ait pu être le président de l'époque, si pareille mission m'était confiée, je l'aurais assumé parce que je reviens sur un des points de la philosophie de Félix Houphouët-Boigny, c'est de conforter les amitiés partout. Et lorsque vous avez le bonheur, après le Sénégal, qui n'est pas un petit pays du continent, notamment dans l'Ouest africain, que vous soyez désigné pour occuper le poste le plus huppé de notre diplomatie, c'est-à-dire le poste à Paris, la France, avec toute son histoire, je crois qu'il était difficile pour moi, parce qu'un coup d'État était survenu, de refuser de servir mon pays. C'est ainsi que je suis parti en France et que j'ai servi mon pays. Merci beaucoup, professeur. Vous êtes aussi quand même, je dirais, écrivain. Vous avez écrit beaucoup de livres et puis de recueils, voilà. Et nous allons quand même nous attarder un peu sur, je ne sais pas si c'était, voilà, l'un des derniers, c'était surtout Or, vous avez dit, donc j'étais à l'INAS Marcoussis. Puisque vous étiez à Marcoussis, je pense que l'épisode, je dirais, de Marcoussis a fait couler de salive. Vous étiez là-bas. Certaines personnes nous disent que voilà, que si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que Marcoussis n'a pas du tout été appliqué et que le président, le président de la République a préféré plutôt les intérêts de son parti, ses intérêts, que les intérêts collectifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, moi je pense que, très honnêtement et sans être partisan, à Marcoussis, ce sont des Ivoiriens qui se sont rencontrés. Il y avait au niveau du PDCI 5 représentants, au niveau de l'UDPCI 5 représentants, au niveau du PIT 2 représentants, au niveau du MFA. Bon, pour vos auditeurs, le PDC, c'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le RDR, c'est le Rassemblement des Républicains de Alassane Dramane Ouattara, qui était représenté par 5 personnes. Le MFA, c'était le Mouvement des Forces d'Avenir de M. Anaki, qui était représenté par 2 personnes. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix, de feu de Robert Gay, était représenté par 5 personnes. Les forces nouvelles que nous avons rencontrées à Marcoussis, puisque nous ne les connaissions pas, étaient représentées par le MPCI, le Mouvement populaire pour la Côte d'Ivoire, le mouvement, je sais pas, enfin le MPCI. Ils avaient 3 entités qui ont rencontré d'autres Ivoiriens. Le FPI du président Gbagbo était représenté par Assing Essan, qui était lui aussi avec une délégation de 5 personnes. Et nous avons discuté à Marcoussis à partir des problèmes que nous pensions être les vrais problèmes qui causaient une forme de malaise en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire une forme de crise en Côte d'Ivoire. Et après des jours et des nuits de discussion entre nous, nous avons fait l'accord de Linas Marcoussis que tout le monde a signé. Nous en étions tellement fiers que nous avons conclu Linas Marcoussis en chantant ensemble, main dans la main, l'hymne national, parce que nous pensions effectivement que c'était de bonne foi, que les uns et les autres s'étaient accordés sur ce que Linas Marcoussis avait donné. Malheureusement, 48 heures après, on a estimé que c'était un accord qui nous venait de l'étranger. On est allé jusqu'à dire que c'était un accord qui nous avait été imposé par la France, d'où toutes les dérives que vous avez connues après Linas Marcoussis ici en Côte d'Ivoire, la bibliothèque française, disons, le centre culturel français complètement détruit, toutes les écoles françaises en Côte d'Ivoire détruites, etc. On a eu même des slogans assez ahurissants venant de Côte d'Ivoire, à savoir à chacun son petit français. C'était dramatique, c'était dommage. Je pense que le débat que nous avons eu à Marcoussis était un débat profond, puisque nous avons posé les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. C'était en sorte C'était en sorte, si vous voulez, la conférence nationale à l'ivoirienne sans la partie civile. Mais Linas Marcoussis était venu après des tas de conférences. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'avant Linas Marcoussis, il y a eu Lomé. C'est ça. Avant Linas Marcoussis, il y a eu Lomé. Et je vous signale qu'à Lomé, il n'y avait aucun parti politique de l'opposition. Il y avait le FPI et les forces nouvelles. Et sous l'égide de feu le président Eyadema, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Donc, le débat direct dont on parle avait déjà eu lieu à Lomé, avant que nous ne nous retrouvions à Marcoussis. Bref, je veux dire que dans toutes ces affaires-là, je passe sur Pretoria, je passe sur Accra, ou partout, ce sont des Ivoiriens qui se rencontraient. À Pretoria, c'était Bédié, Ado, Soro, Babo, à Accra la même chose, etc., etc. Mais le drame, c'est qu'après que ces rencontres aient eu lieu, lorsqu'il fallait lorsqu'il fallait appliquer, ou tout simplement honorer ses engagements, il y a eu beaucoup de défections. Selon vous, je ne sais pas si vous voulez rentrer dans les détails, à qui la faute?
Lorsque vous faites un petit regard en arrière, vous vous rendez toujours compte que les obstacles sont dressés toujours par les mêmes. Je prends un exemple. Après l'accord de Ouagadougou, des audiences foraines devaient être organisées ici en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qui a voulu qu'on empêche les audiences foraines. Nous avons commencé, toujours dans le cadre de l'accord de Ouagadougou, les identifications, les enrôlements, etc. Qui a créé des faux problèmes de fraude de masse, etc., etc. Je pense toujours à l'accord de Ouagadougou, qui est un accord inter-ivoirien entre les deux ex-belligérants, où dans l'avenant 4 de l'accord de Ouagadougou, les problèmes de désarmement, de démantèlement des milices sont très clairs. Tous ces problèmes ont été précisés, comment ça devait se conduire. Qui fait obstacle? Je répète, toujours les mêmes. Les milices existent. Elles ont pignon sur rue. La FECI terrorise l'école. Tout le monde est au courant de ça. On n'en parle pas. L'impunité règne. Et je le répète, hélas, sans vouloir être en quelque manière que ce soit partisan, c'est toujours les mêmes qui posent des problèmes. Voilà un peu ce que je voudrais dire. On a une commission électorale indépendante, qui doit proposer une date pour les élections. Subitement, on nous dit non, que c'est quelqu'un d'autre qui doit proposer des dates. Ce n'est pas tout à fait respecter l'accord de Ouagadougou qui a été signé. Donc je répète, chaque fois que des obstacles surviennent, nous nous rendons compte que cela provient du même camp qui, je le comprends, sait que dans le contexte actuel, bon, il y a très peu de chances, il y a des élections, eh bien qu'il reste au pouvoir. Donc il faut garder le pouvoir par tous les moyens. D'où nos problèmes. Comme vous avez dit le même camp, je pense qu'il s'agit quand même du camp présidentiel. Vous ne voulez pas peut-être nommer, c'est ça? Bon, enfin, si c'est comme ça que vous l'avez compris, je crois que c'est exactement cela. Ok, d'accord. Voilà. Ben, puisque vous avez parlé des accords de Ouagadougou, nous allons peut-être survoler un peu ces accords de Ouagadougou, mais on ne peut même pas du tout parler même de ça, puisque là, on a parlé des élections, le président de la République, bien, je dirais le gouvernement, a fini par signer quand même le décret pour les élections, je pense le 29 novembre 2009, et l'opposition est restée quand même, je dirais, très timide. Je crois que vous êtes resté beaucoup réservé, et nous voulons savoir le pourquoi. Trois choses. Vous venez de dire que le décret a été signé, mais ce projet de décret est sur la table du chef de l'État depuis 2 mois. Pourquoi avoir attendu 2 mois pour le signer enfin? Je crois qu'on aurait pu gagner du temps. Parfaitement. Et ça entrait tout à fait dans les dispositions de l'accord de Ouagadougou. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans les propositions qui ont été faites par la commission électorale indépendante, et cela, c'est vraiment la procédure adoptée dans les accords de Ouagadougou. La CEI est indépendante. Le Premier ministre exécute ce que la CEI dit pour que nous allions aux élections. La CEI et le Premier ministre sont tombés d'accord pour une date. Un projet de décret a été déposé, je le répète, depuis 2 mois sur la table du chef de l'État. Des débats ont eu lieu. Et lorsque je parlais tantôt d'obstacles, vous ne trouvez pas curieux que ce soit notre ambassadeur auprès des Nations Unies qui nous a dit que les élections pourraient avoir lieu entre octobre et décembre? Mais de quoi se mêle-t-il si nous avons une commission électorale indépendante? Je dis bien, il a dit entre octobre et décembre. Le document qui a été déposé il y a 2 mois sur la table du chef de l'État pour signature d'un décret indiquait la date du 11 octobre. Ça veut dire en clair quoi?
que la commission électorale indépendante, qui gère un peu tout ça, qui sait tous les problèmes, a dit il est possible que nous fassions les élections sous 4 conditions. Sous 4 conditions. La première, c'est que nous ayons les financements pour pouvoir organiser la fin des enrôlements, les identifications, etc. Que nous ayons toute la logistique pour que des élections aient lieu. Qu'effectivement, le centre de commandement intégré, le CCI, qui devait regrouper et les forces de défense nationale et les forces des ex-belligérants, enfin des ex-forces nouvelles, des ex-rebelles, comme on dit, puissent constituer l'ossature de la future armée. C'est ce que la CEI a dit. Bon, on nous a dit non, que les élections, il faudrait les envisager pour le mois de décembre. Le mois de décembre, vous êtes au Canada. Nous sommes dans le monde. Vous imaginez des élections au mois de décembre? Au moment où, au plan international, en tout cas en ce qui concerne mon pays, toutes les ambassades sont pratiquement fermées pour les fêtes de Noël. Vous imaginez cela? Alors qu'un projet de décret a été déposé pour dire que c'est possible que les choses se fassent le 11 octobre. L'opposition, c'est-à-dire le RHDP notamment, qui était bien entendu informé de ces choses-là, a dit oui, nous sommes pour que les élections aient lieu le 11 octobre. La procédure, la CEI et le Premier ministre proposent un décret au président de la République. S'il a des amendements à faire, s'il a des remarques à faire, s'il estime que non, ce n'est pas tout à fait possible, c'est tout à fait son droit. Mais ces remarques, observations et amendements doivent retourner à la CEI qui ou en tient compte ou estime que c'est des amendements ou des observations qui n'ont pas raison d'être. Auquel cas la CEI maintient sa date. Lorsque la CEI estime que ces amendements sont pertinents, auquel cas la date peut changer. Et je pense que c'est ce qui est advenu, plutôt que le 11 octobre, on nous parle maintenant du 29 novembre. Voilà. Peut-être que la CEI a accepté les amendements. Nous revenons quand même un peu à l'UDPCI avant de rentrer en contact avec notre panel qui est composé ce soir du professeur Cyril Kegbani qui est dans l'état de la Virginie, du journaliste. Voilà. Oui. Voilà, du journaliste. Oui. Je pense que nous avons... Oui, il y a quelques coupures, mais enfin, c'est pas grave. Je vous entends bien là. Voilà. Journaliste international, M. Pat Diallo, qui est dans l'État de New York, de M. Touré Suleiman et très bientôt M. Mathieu Boabré. Comment se porte actuellement votre parti, l'UDPCI, à la dernière réunion de l'UDPCI? Enfin, c'est... bon, mais... du mouvement Oufoutis, voilà, votre parti n'était pas présent, ce qui a fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que là, puisque vous êtes là, vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? À cette question, je réponds tout simplement que les fantasmes sont permis à tout le monde. Hein. Tout le monde peut fantasmer. Les rêves sont permis. La conférence était prévue le jeudi il y a 10 jours, ou le jeudi en 8. Ce jeudi en 8, l'UDPC a programmé sa tournée dans la zone de Savane. Nous avions Korogo, Bondiali, Karakoro, Madinani, etc., etc. Le jeudi 8, l'UDPCI, avec le président à sa tête, avec les hauts cadres, les membres du bureau politique, etc., etc. Nous avons dit à nos amis du RHDP que nous commencions notre tournée le jeudi, et s'il était possible de décaler. La communication n'ayant pas été correctement faite, puisque le PDCI venait de terminer sa tournée du Zanzan, les gens se sont réunis et ils ont constaté effectivement l'absence de l'UDPCI.
Mais on a fait la réunion le lundi. Curieusement, tous ceux qui glosaient, tous ceux qui s'étonnaient de l'absence du DPCI, personne n'a mis une seule phrase dans un journal pour dire mais l'UDPC est effectivement là. Et nous y étions avec toutes nos instances pour marquer notre adhésion totale, notre solidarité, notre présence au niveau du RHDP. Donc ce débat est un débat clos. Merci beaucoup, professeur. Et comment se porte actuellement alors le président de votre parti, M. Mabrit Wakeuz, justement du retour de sa tournée? Je pense qu'il y a eu un petit problème sur la route. Est-ce que tout est... Voilà. Est-ce que vous pouvez quand même rentrer dans les détails, nous dire exactement ce qui s'est passé? Là aussi, ça fait couler beaucoup d'encre aussi de salive. Est-ce qu'il se porte assez bien? Oui. Bon, d'abord, l'événement lui-même, c'est justement au terme de sa mission dans la zone de Savane, qu'en rentrant à Abidjan pour un conseil des ministres qui devait avoir lieu le mardi, qu'à 100 km d'Abidjan, le pneu arrière gauche de sa voiture a éclaté. Par la grâce de Dieu, après les tonneaux, il s'est retrouvé 200 mètres plus loin du bitume dans un ravin. Et Dieu merci, il s'en est sorti, je le répète, sans égratignure, sans fracture, sans écoulement de sang, etc. Mais enfin, il était bon qu'après ce genre de choc, que des précautions soient prises. C'est ainsi qu'il est entré en clinique pour les scanners, pour les échos, pour toutes les analyses diverses, pour vous dire qu'il se porte tellement bien. Demain à 9h30, il anime avec moi-même un meeting à Koumassi. Ok, d'accord. Merci beaucoup, professeur. Voilà. Nous allons permettre au panel quand même de vous poser même des questions. Nous partons directement en Virginie avec le professeur Siriki Gbani, qui est professeur oui. Voilà. Allez-y, professeur Siriki Gbani, si vous avez déjà une ou deux questions pour le professeur Alassane Salif Ndiaye. Merci Jacques Roger. Bonsoir, professeur Alassane Salif Ndiaye. Bonsoir. Que vous ne me connaissez pas personnellement, mais moi je vous connais très certainement. Et j'avoue que j'ai beaucoup d'admiration pour vous et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous entends parler et je suis même à me demander c'est à quand la publication de votre livre ou de votre mémoire, je dirais, où vous donnez à lire un pan entier de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui donne à comprendre comment nous sommes passés de la période glorieuse du président Houphouët-Boigny, je dirais, à la situation que nous vivons en ce moment. Ça, c'est la première question. J'imagine que le livre est en préparation. La seconde question... Je crois que le professeur Siriki Gbani, je crois qu'à cet effet, il a écrit quand même un livre, je pense qu'il a parlé des années folles qui ont balafré la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le professeur a eu à détailler pratiquement les détails. Allez-y, professeur Siriki Gbani. D'accord, enfin, je l'aurai à donner plus de détails. La seconde question est en rapport avec l'actualité immédiate. Après les accords des Ouaga, on nous l'a promis, qui était, disons, l'accord magique qui nous aurait permis de retrouver la paix. Nous avons dû attendre 2 ans pour que le miracle se produise pour obtenir rien que la date des élections. Alors, est-ce que vous croyez à un miracle pouvoir effectivement ces élections se dérouler? Je commence par la première question assez rapidement. Hein. J'ai au bas mot 7 à 10 manuscrits qui n'attendent que d'être publiés. Mais comme j'ai un site, pratiquement on peut visiter tous ces manuscrits sur mon site. Roger vient de vous dire tout à l'heure ces années folles qui ont balafré la Côte d'Ivoire. C'est un des articles qui explique un peu qui explique un peu ce que moi j'ai retenu de l'expérience que j'ai vécue tant au niveau professionnel qu'au niveau politique. Donc les manuscrits n'attendent qu'à être publiés. Plusieurs titres, le pouvoir des jeunes, Accra 3, etc. Bon, enfin plein, il y a plein de choses qui sont... Et je continue d'écrire. J'écris beaucoup plus dans la presse. Je ne passe pas 1 semaine ou 2 semaines
Si par Internet vous lisez Demain Nord-Sud, vous verrez une interview que je fais. Je veux dire en clair qu'au plan de la production intellectuelle, je crois que je suis actif. Bien, ça c'est la première question. La deuxième, c'est Ouaga. Ouaga a été appelé le dialogue direct. Les ex-belligérants se sont rencontrés, ont fait un accord et nous ont dit qu'en 10 mois, en principe, nous devrions être aux élections. Dans une intervention précédente, je disais à Roger que chaque fois que nous avançons, on nous crée des obstacles artificiels. Et il faut chaque fois sauter ces obstacles-là pour essayer de progresser. Je disais également que la commission électorale indépendante qui a été mise en place, elle doit être totalement indépendante. C'est elle qui, après tout le travail extraordinaire qui a été fait, c'est cette commission qui a décidé qu'il était possible que nous ayons des élections le 11 octobre. Nous, opposition, nous avons dit, bon, mais écoutez, nous sommes tout à fait d'accord avec le 11 octobre. Lorsque subitement, c'est un ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'ONU qui nous indique que non, les élections ne pourront pas se passer avant décembre. Qu'avait-il à voir dans ce débat? Rien du tout. Et c'est un des obstacles. Deuxième obstacle, on nous a dit non, les élections auront lieu entre octobre et novembre. Et ça, c'était le chef de l'État qui, depuis 2 mois, avait sur sa table un projet de décret à signer pour dire que les élections ont lieu le 11 octobre. On nous a dit, obstacle toujours, mauvaise foi sûrement, qu'il fallait que le dernier des Ivoiriens soit identifié, soit enrôlé avant qu'il y ait des élections. Mais c'est une boutade que je fais. Hein. Chaque jour que Dieu fait, il y a un Ivoirien qui aura 18 ans. Allons-nous attendre le dernier Ivoirien qui a 18 ans pour faire des élections? Non. Dieu merci, aujourd'hui, et par la procédure normale, la CEI a fait une proposition de date, le 11 octobre. Le Premier ministre et la CEI ont proposé cela au chef de l'État, qui sans doute a eu des modifications, des amendements, des remarques, etc. Et, in fine, on nous dit que les élections auront lieu le 29 novembre. Là encore, j'ai envie de faire une boutade. Pourquoi le 29 novembre et pas le 6 décembre? Hein, pourquoi? Pourquoi pas? Le 29 novembre. Pourquoi le 29 novembre? Toujours est-il que la procédure ayant été suivie, après la déclaration du Premier ministre, nous n'avons vraiment pas, j'allais dire, à ne pas donner foi à cette nouvelle date que nous estimons ou que nous pensons être la dernière pour que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire démocratique, un pays avec un État et un chef légitime, un chef que le peuple aura choisi à partir d'élections libres, transparentes, ouvertes à tous et crédibles. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire concernant la seconde question que vous m'avez posée. Merci beaucoup. Professeur, est-ce que vous avez une autre question, un follow-up? Je pense qu'on peut avancer le débat. J'aurai l'occasion de revenir pour poser d'autres questions. Ok. Nous allons juste dans l'État de New York avec le journaliste international, M. Pat Diallo, il est guinéen, il a fait la Côte d'Ivoire, il a fait ses études supérieures en Russie, il a fait l'Europe et il est aux États-Unis. M. Pat Diallo, vous connaissez très bien la Côte d'Ivoire. Avez-vous une question pour le professeur Alassane Salif Ndiaye? Oui, merci bien, Jacques Roger. Bonsoir, professeur. Bonsoir, professeur. Bon, alors moi, ma question, elle sera la suivante. Vous êtes un intellectuel, un très grand intellectuel, très respecté en Afrique. Et ce qui m'étonne et ce qui m'inquiète, c'est que nos intellectuels, c'est quand nos intellectuels suivent des militaires après avoir fait des coups d'État
et ils changent de parti, ils vont vers des partis justement politiques qui appartiennent à ces militaires qui font des coups d'État et qui se réclament être des démocrates. Un parti démocratique, je ne vois pas comment un parti démocratique puisse faire des coups d'État. Ça m'inquiète. Bien, prenons mon cas, puisque j'ai adhéré au parti du général Robert Gueye qui a fait le coup d'État du 24 décembre 99. OK? Oui. On peut partir de cet exemple pour parler des intellectuels dans leur globalité. Oui, tout est parti. Oui, j'ai dit que tout est parti de 1989. Si vous relisez l'histoire, si vous revisitez l'histoire, tout est parti de 1989, marqué par le discours de la Bolle de François Mitterrand. Puis, le vent de l'Est, la démocratie, qui devait nous être, apporté comme un prêt apporté. Si vous faites le retour en arrière, vous constaterez qu'en 90, dans les pays africains, notamment francophones, c'est tous les pays démocratiques qui ont connu des soubresauts, hormis les pays dirigés par des militaires. Le Sénégal, Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo. Mais en 90, tous les pays dirigés par des militaires étaient tranquilles. Le Mali, la Guinée, le Togo, le Bénin étaient tranquilles pendant que les soubresauts se sont intervenus dans les pays à régime démocratique, à partir unique sans doute, discutable, mais des pays démocratiques. Dès lors que la houle, le vent de l'Est n'a pas pu ébranler le Sénégal, la Côte d'Ivoire et certains pays démocratiques, si vous suivez bien l'histoire, en 1991, ce sont les pays à régime militaire qui ont commencé à être secoués pour leur demander la démocratie. L'expérience a été faite donc de 90 jusqu'à nos jours, et nous nous rendons compte que, bien entendu, il y a des coups d'État encore qui se signalent. Je ne vous parle pas de la Mauritanie, je ne vous parle pas d'ailleurs, enfin de la Guinée tout près de chez moi, etc. En clair, les intellectuels en 1989-90 ont eu un énorme débat, en tout cas au niveau de l'université de Côte d'Ivoire et au niveau des universités francophones, au moment où, depuis 1978, nous essayons de mettre en place le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. La grande question qui se posait aux intellectuels était la suivante. Comment nous, universitaires, nous sommes dans nos pays, nous sommes gérés par un certain nombre de gens qui se disent démocrates et qui ne font pas de la démocratie. Alors, pourquoi ne pas nous impliquer en politique, nous aussi? Je répète que le débat a commencé depuis 1978. Et si vous faites encore un petit retour en arrière, regardez tous nos pays. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, etc. Quels sont les leaders des nouveaux partis politiques dans le multipartisme? Tous des universitaires, qui ont eu pour certains à exercer. Et hélas, tellement mal qu'il y a eu encore et il continue à y avoir encore des coups d'État. Il ne s'agit pas de suivre des militaires qui ont fait des coups d'État. Je pense que la problématique n'est pas là. On ne suit pas des militaires pour des coups d'État. On regarde nos pays. Je vous ai parlé de 1990, je vous ai parlé de 1991, je vous ai parlé du multipartisme.
qui n'était rien d'autre que l'écho du discours de la Baule. Des démocraties se sont installées qui n'en étaient pas et qui généralement étaient gérées par des intellectuels. Et puis bon, on voit maintenant encore, hélas, se refleurir des coups d'État. Voilà un peu, Pape, ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Pat, vous avez, je crois, voilà, on revient à vous tout à l'heure, ça va, Pat? Non, parce que jusque-là, je n'ai pas compris justement le rôle des intellectuels dans ces coups d'État. Ou alors pourquoi, si je veux reposer ma question, pourquoi les intellectuels s'alignent derrière ces militaires qui font des coups d'État? Parce qu'on ne va pas me dire que les militaires, c'est des démocrates. Oui, mais je pense que le professeur a eu... Bon, allez-y, professeur, voilà. Je pense que Pat n'a apparemment... Non, je donne... Oui, allez. Je donne tout simplement l'exemple de mon pays. Des élections en 2000. Élections controversées sans doute. Mais lorsque les chars sont sortis des casernes, c'était des intellectuels qui étaient dessus. Et c'est eux qui nous gouvernent aujourd'hui. Là, la petite réponse que je voudrais lui faire. Ok, merci beaucoup, Pat. Voilà. Nous allons partir dans l'État de Chicago avec M. Chérif Haïdara, qui est journaliste à la chaîne 21. Bonsoir, Chérif Haïdara. Vous avez le professeur Alassane Salif en ligne. Allez-y pour vos questions. Bonsoir, Jacques Roger. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Chérif. Voilà, je m'attendais au professeur Jacques Roger, je m'attendais au professeur pour le 22, comme vous l'avez dit. Donc, donc ça a été une erreur, voilà, exactement. Tout le monde m'appelle pour le 22, voilà. Je n'ai pas du tout saboté. Le débat de ce soir, ça a été une erreur, voilà. Donc c'est aujourd'hui, c'est ça. Non, bon, mais on corrige l'erreur. C'est ça, professeur, voilà. Voilà, avec beaucoup d'intérêt, évidemment, j'ai toujours le plaisir d'écouter le professeur Salif Ndiaye, qui est une référence intellectuelle, mais une référence morale également pour moi. Je l'ai connu sur le campus à Abidjan dans les années 87, je crois. Alors, je vais me réserver le droit un peu après de poser la question, puisque je viens de rentrer et je pense que je n'ai pas encore compris le pouls des choses. Mais concernant la Côte d'Ivoire, évidemment, j'ai une toute petite question comme ça pour demander. Alors, professeur, est-ce que il y a une semaine déjà, il y avait le professeur Thierry Dédy qui était sur cette antenne et qui a tenu des propos où, évidemment, le diable était la France et que les Ivoiriens, dans leur globalité, n'ont aucun problème entre eux. Il n'y a pas une histoire de Sud et de Nord, il n'y a pas de division, c'est tout ça, c'est fictif. Alors, quelle appréciation vous faites de ce discours, généralement tenu par une chapelle en Côte d'Ivoire? Oui, d'abord, à la vérité, pour tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, effectivement, il n'y a pas cette fracture surfaite entre le Nord et le Sud, entre les musulmans et les catholiques, etc. Mais dans le jeu politique, certains politiciens ont essayé d'exciter ce que Houphouët-Boigny appelait les vilains sentiments. Ils ont donc essayé de créer cette forme de fracture entre le Nord et le Sud, entre les musulmans et les catholiques. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une seule famille en Côte d'Ivoire aujourd'hui où vous n'ayez des catholiques, des musulmans dans la même famille, jusque dans les patronymes. On aime bien donner le nom de Ndiaye à un de ses enfants qui est Bété parce qu'on admire Ndiaye, parce que Ndiaye est de Gagnois, par exemple. Alors, donc, franchement, c'est un faux problème. Concernant le deuxième, là, c'est politique et c'est négatif. On a essayé de nous faire oublier la lutte des grands panafricanistes que l'Afrique a connus. Je pense à Kwame Nkrumah, je pense à Nyerere, je pense à Senghor, je pense aux Tunisiens, Habib Bourguiba, etc., qui étaient des panafricanistes vrais. Je pense à Lumumba, etc. En 2000, subitement, on nous fait croire
que l'Afrique est sous le joug colonial de la France. Tous nos maux viennent de la France. J'ai dit tout à l'heure, là, dans une réponse que lorsqu'il y a eu Linas Marcoussi, on a dit en tout cas, on veut nous recoloniser. On a brûlé le centre culturel français, on a brûlé les lycées français, on a brûlé l'école, parce que c'était l'école française. Et dans le discours politique de ceux qui activaient ce genre de haine, de folie même, tout ce qui nous arrive, c'est la France. On est allé jusqu'à dire que des Ivoiriens, parce qu'ils sont de l'opposition, ce sont les valets de la France. Pour les élections à venir, on a dit il y a les candidats de la France contre les candidats du pays, etc. À mon avis, c'est des discours un peu dérisoires sans doute, mais extrêmement dangereux. Je ne vois pas dans quelle mesure la France pourrait, 40, 50 ans après nos indépendances, venir imposer quoi que ce soit à la Côte d'Ivoire. Je précise que par la politique de Félix Houphouët-Boigny, nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire vraiment des cadres, des experts, des gens formés tant dans nos universités africaines que dans toutes les universités du monde, et qu'aujourd'hui, nous sommes à même de savoir exactement où se trouvent nos intérêts et nous devons être capables de prendre nos responsabilités. Attiser la haine contre la France, bon, ça ne résout rien. Effectivement, on pose des problèmes de fond, les bases militaires françaises en Afrique, mais lorsque on les pose de manière honnête et de bonne foi, ça ne doit pas dériver sur des casses, sur des assassinats, sur des incendies, sur la terreur contre une partie de nos amis. Et quel ami? Un vieil ami. Alors donc voilà, je crois que c'était un jeu politique dangereux, d'ailleurs, qui a commencé à montrer ses limites. Parce que moi, je suis étonné que chaque fois que nous avons des problèmes en cachette, c'est à la France qu'on va demander d'aller nous aider auprès du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale pour que nous soyons inscrits au PPTE, le programme des pays pauvres très endettés. Lorsque il y a des grands débats, je suis étonné que ce soit des avocats français alors que la Côte d'Ivoire regorge de tellement d'avocats de talent, que ce soit des Français qu'on aille chercher, bon, je vous dirai pas de nom, mais enfin, les mêmes. Alors, d'un côté, on dit c'est la France, et de l'autre côté, bon, on dit, chère patrie, viens à notre aide. Alors, tout ça est incohérent. Il faudrait que la politique, je le dis toujours, la politique est morale, la politique est éthique, la politique est vérité. La politique ne se fait pas au hasard. Morale, éthique, vérité, bien sûr engagement. Lorsqu'on respecte quelques critères, on fait de la bonne politique. Voilà un peu ce que je voudrais vous répondre. Merci beaucoup, professeur Alassane Salif Ndiaye. Monsieur Chérif Aïdara, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Nous partons dans l'état de Maryland avec monsieur Touré Suleiman, qui est l'un des pères fondateurs, je dirais le père fondateur de beaucoup d'associations. Il fait beaucoup pour les Ivoiriens, je dirais aux États-Unis. Monsieur Touré Suleiman, allez-y pour votre question. Merci Jacques Roger. Bonsoir professeur. Heureux de vous entendre encore ce soir. Ma question est la suivante. J'ai envie de dire bonsoir Manjou. J'ai envie de dire bonsoir Manjou. Voilà. Je crois que, professeur, il y a une petite histoire qu'on rencontre bien. Il s'agit du président Gbagbo. Vous savez qu'on organise dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, des compétitions, disons, de football pendant les vacances.
Et il paraît que le président Gbagbo, à l'époque, avait pris la coupe et a fui avec cette coupe parce que son village l'avait perdu. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que vous avez toute la garantie pour la sécurisation du processus électoral? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, elle s'articule autour de la politique économique. Pour vous dire que la politique économique post-élection, c'est aussi la politique de lutte contre les disparités régionales. Et cela est très important. Et ce qu'il va falloir faire, c'est de faire un développement à la base. Et la question qui suit est la suivante. Quelle stratégie l'UDPCI pourrait nous proposer? Monsieur Souleymane, par rapport à la première question, vous avez dit les ondits. Bon, je souhaite que ça soit un débat avec des faits, mais les ondits, monsieur Souleymane. Voilà. Allez-y, professeur. Bon, comme je suis sans faux fuyant, je vais dire à Mandiou. Mandiou, c'est l'équivalent de Touré, hein, Roger. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas voilà. Donc, je dis à mon frère Mandiou que l'événement qu'il a évoqué a bel et bien eu lieu. Ah, ok. Et j'étais à l'époque le président des élèves et étudiants de la région de Gagnoa. Après cet incident-là, celui qui a subtilisé la coupe parce que son village avait perdu a été pris par la gendarmerie et le président que j'étais des élèves et étudiants, je suis parti le libérer de la gendarmerie. Donc l'événement a bel et bien eu lieu. Deuxième chose, la sécurisation des élections. Très honnêtement, on le répète, nous au niveau de l'opposition, en tout cas les partis du RHDP, nous n'avons pas de branche armée, nous n'avons pas de milice. Nous n'avons pas de militaires, de gendarmes à notre solde organisés, etc., etc. Il y a eu deux belligérants. Les deux étaient armés. Et les deux le sont encore. Qui sont en train de créer le centre de commandement intégré. Où les deux forces devraient se fondre pour, dans un délai que nous espérons pas trop lointain, faire la nouvelle armée ivoirienne républicaine. Ce processus est en cours. Pour ce qui est de la sécurisation des élections, ce que Ouagadougou, l'accord de Ouagadougou a retenu, c'est que c'est justement le CCI, le centre de commandement intégré, appuyé par les forces impartiales qui doivent sécuriser les élections. Nous croyons en tout ce que nous dit les deux belligérants qui sont dans l'accord de Ouagadougou. Nous croyons en ce que nous dit le Premier ministre, puisque nous voyons aujourd'hui les déplacements des forces de défense et de sécurité du Sud qui montent au nord. Nous voyons des forces, des militaires, des forces armées, des forces nouvelles qui descendent dans le Sud. Nous voyons le centre de commandement intégré qui est en train de se mettre en place et qui, en principe, devrait regrouper à peu près 8000 personnes. Plus les forces impartiales, nous pensons que si tout le monde, très honnêtement, est démocrate, est républicain, est citoyen et permet à chaque citoyen ivoirien d'exprimer son vote, d'aller aux élections, bon, je pense que oui, on peut penser que le 29 novembre qui nous a été indiqué, tout sera mis en place pour que le vote soit sécurisé. En tout cas, c'est ce qui nous a été, promis. Bon, pourquoi en douter? Bon, personnellement, je suis plutôt optimiste. Je dis, bon, la Côte d'Ivoire est vraiment fatiguée de cette situation d'illégitimité, d'illégalité, et que chacun comprendra que vraiment pour le bien de la Côte d'Ivoire, il faudrait vraiment qu'on laisse l'Ivoirien aller et venir, l'Ivoirien exprimer son vote, qu'on n'ait pas des zones où on empêche des gens d'aller voter, qu'on ne menace pas des gens du fait de leur ethnie, etc., etc. Donc, pour cette question-là, je dis, bon, je suis plutôt optimiste pour la sécurisation qui sera faite par le centre de commandement intégré de 8000 personnes à peu près, plus les forces impartiales, comme vous le savez, qui sont autour de 17 000 personnes. Donc, bon,
Merci. Touchons du bois et puis voyons, voyons ce qui va arriver. Il y avait une dernière question à la fin de votre question de la sécurité. Non, vous avez posé une... Monsieur Manjou, concernant la sécurité. Oui. Je disais que... Allô? Oui. Oui. À propos Oui. de non, je disais, est-ce que... il faudrait que je vous retrouve. Je me serais plutôt attardé sur la deuxième question concernant la politique économique. Oui. D'accord. Ce que nous allons faire, nous allons revenir à vous tout de suite. Ah oui. Extrêmement important. Très, très important. Vous savez, l'économie ne se développe que lorsqu'il y a un État, lorsqu'il y a des règles, lorsqu'il y a une justice, lorsque l'impunité est combattue à tous les niveaux, lorsqu'il n'y a pas de passe-droit. Je résume tout cela en disant, lorsqu'il y a un État, l'économie peut prospérer. Aujourd'hui, voyez le nombre d'entreprises qui ont quitté la Côte d'Ivoire, qui sont implantées dans la sous-région, qui sont même parties, d'où le taux de chômage vraiment inadmissible que nous vivons aujourd'hui. Lorsqu'il y aura un État, c'est-à-dire après des élections libres, et c'est la proposition de l'UDPCI, nous allons vraiment respecter, honorer la séparation des pouvoirs. Et nous allons plus loin, ce n'est pas notre idée à nous, mais c'est une idée qui a été avancée. Et quand des idées sont bonnes, il faut les accepter. Il faut qu'il y ait un pouvoir judiciaire, à côté du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif. Il faut qu'il y ait cette séparation de pouvoir. Et dans les affaires, c'est-à-dire dans l'économie, lorsque les gens savent qu'ils ont quand même quelques assurances au niveau de la justice, ça fait avancer les choses. Toujours au niveau de l'économie, nous sommes dans la globalisation, dans la mondialisation. Or, nous, en Côte d'Ivoire, nous avons regardé notre école se dégrader, nos maîtres être bafoués, pour ne pas dire assassinés, et j'utilise le mot, le maître est aujourd'hui assassiné. L'élève décide de tout, jusque les devoirs qui doivent lui être proposés pour avoir son diplôme. Dans tous nos concours, vous savez très bien ce qui se passe. Dans ce monde globalisé, mondialisé, lorsque des entreprises vont venir se réinstaller en Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui aura un État, il ne faudrait pas qu'on soit surpris que pour telle entreprise, le directeur général soit tchadien, soit malien, soit vietnamien, soit marocain, parce qu'eux sont allés à l'école, pendant que pendant 20 ans, nous sommes dans la rue. On a même un ministre de la rue. Les grèves à l'école. Vous le savez, depuis 10, 20, 15 ans, l'école ne fonctionne pas. Et lorsque l'État va être réinstauré, et je reviens au plan économique, il ne faudrait pas que nous nous offusquions de voir que pour faire tourner des entreprises, on prenne des gens qui ont été formés, qui sont allés à l'école, qui ont de la compétence pour faire tourner. La conclusion de tout cela, il faut qu'on remette l'école sur les rails. Voilà, au plan économique, ce que l'UDPCI va proposer. Merci beaucoup. Un État, une justice, la formation, pour que l'économie puisse redémarrer. Voilà un peu. Et en Côte d'Ivoire, on a la chance, on a des cadres, mais malheureusement, avec le népotisme, avec le favoritisme, il y a un certain nombre de cadres qui chôment, tout simplement. Alors, lorsque l'État sera rétabli dans son autorité, bon, je pense que l'économie suivra. Merci beaucoup, professeur. Nous allons, puisque voilà. Maryland, nous allons rester dans l'état de Maryland avec M. Paul Amon. M. Paul Amon qui est responsable d'une chaîne de télévision, Africa Plus. Bonsoir, M. Paul Amon. Vous avez le professeur Alassane Salif Diaye en ligne. Allez-y pour vos questions. Oui, bonsoir Jacques Roger. Bonsoir, professeur. Je voulais faire bonsoir, M. Amon. Je voulais faire un peu comme Mandjou. Deux petites questions.
La première question, professeur, en tant qu'universitaire, vous n'êtes pas n'importe quel universitaire, on vous connaît, on connaît vos qualités. Vous avez en 1999 laissé le PDCI et rallié la junte de Robert Gueye. Et jusqu'à présent, vous êtes donc le secrétaire général de ce parti politique. Quelles sont les raisons profondes qui ont fait que vous avez fait ce choix, laisser un parti politique bien structuré et qui a fait ses preuves, et aller avec des militaires qui n'entendent raison que par le bâton, autre, bon, on a vu. La deuxième petite question, vous avez tout à l'heure parlé de panafricanistes. Vous avez dit le grand nom, oui. Kwame Nkrumah, que bon, beaucoup de personnes ne croient pas trop, mais vous avez parlé de grands noms. Et parmi ces noms-là, moi personnellement, je n'ai pas entendu le nom du président Houphouët-Boigny, que tout le monde connaît, qui a été vraiment l'un des meilleurs chefs d'État, comme que le disait, un grand chef d'État à la tête d'une petite nation. Alors, pourquoi, quand on parle panafricain, vous n'êtes pas le seul, parce que dans la diaspora ici, aux États-Unis, partout, on n'entend jamais les œuvres du président Houphouët-Boigny. Par contre, Lumumba, qui a fait seulement 2 mois de primature, ses œuvres se trouvent dans les bibliothèques partout aux États-Unis. Comment expliquez-vous cela? Tout à fait. Commençons par la deuxième question. Hein. Il y a des panafricanistes vrais, oui, et il y a des panafricanistes populistes. En 2009, aujourd'hui sur le continent africain, si on vous demandait de désigner qui est le plus grand panafricaniste, vous serez étonné. C'est celui qui veut tout de suite un gouvernement de toute l'Afrique, qui d'ailleurs s'est autoproclamé président de ce fameux gouvernement, qui veut. Bon, l'histoire retiendra qu'il fut grand panafricaniste. Mais Houphouët-Boigny était panafricaniste, mais était un panafricaniste qui était réaliste. Houphouët-Boigny a dit qu'une maison se construit à partir du socle, de la base. Il faut d'abord un socle. Ensuite, on monte les murs avant de mettre le toit. Houphouët-Boigny faisait du panafricanisme dans ce pragmatisme et dans ce réalisme-là. Mais, vous savez, le populisme souvent paye, hein. Donc des grands noms sont sortis, effectivement, pour dire un tel. Mais enfin, l'histoire retient qu'Houphouët-Boigny était à la construction de l'OUA, et Dieu seul sait. Mais non, ça c'est pour la Non, j'étais en train de vous répondre. Je crois qu'il y avait, voilà. Allez-y. Vous dites que vous êtes étonné qu'on n'entende pas parler de Félix Houphouët-Boigny, etc. Houphouët-Boigny dit qu'il construit une maison à partir du sol, de la base, avant de construire les murs et le toit. Et Houphouët-Boigny n'épousait pas les thèses qui voulaient qu'on commence par le toit pour descendre. Si bien que cela, à une certaine époque, parce que n'oubliez pas que c'était à une certaine époque, hein, où il y avait quelques Ghana, Guinée, Mali, où Houphouët-Boigny a fait le conseil de l'entente, etc. Donc les intérêts étaient tellement pas contradictoires, mais les approches divergentes, que bon, ceux qui étaient populistes ont été retenus comme les plus grands panafricanistes. Ça, c'est pour répondre à votre question. La première que vous avez posée, je le précise parce qu'il y a beaucoup de confusion. Le coup d'État a eu lieu le 24 décembre 1999. J'étais ambassadeur au Sénégal jusqu'en 2000. Donc, je n'ai pas suivi les militaires. Hein? Il faudrait que vous compreniez cela. Le parti du général Robert Gueye a été créé en avril 2001. J'étais ambassadeur en France.
Donc, je n'ai pas suivi les militaires. J'ai assisté au congrès du PDCI RDA en 2001, quand je suis rentré de France. Et à une question précédente, quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi bon, j'ai répondu que je suis scientifique. J'aime les innovations, j'aime que les choses progressent. Je n'aime pas ronronner, je n'aime pas être statique. Voilà quelqu'un qui... Robert Gaye a mon âge. Il a mon âge. Il est de 41, je suis de 42. Il avait des idées nouvelles pour la Côte d'Ivoire dans la philosophie oufouettiste. Alors oui, effectivement, j'ai adhéré à son parti. Mais avant cela, lorsque vous avez compulsé les archives du PDC-RDA, j'étais de ceux qui, depuis 1985, disaient qu'il fallait, maintenant qu'il était encore temps, donner le pouvoir aux jeunes. J'ai dit que le monde appartient aux jeunes. Regardez votre map monde, regardez le monde tel qu'il est. Barack Obama a 2 ans plus que l'aîné de mes enfants. Bon, je ne vous parle pas de Abdallah, de Jordanie, je ne vous parle pas de Sarkozy. Le monde appartient aux jeunes. Bon, ben, laissons les jeunes gérer dès lors qu'ils ont eu une formation. Les jeunes qui ont une formation, pas les jeunes pour les jeunes. Comme je le disais aussi dans des écrits qui sont passés ici dans la presse en Côte d'Ivoire, ben, il y a certains jeunes qui pensent que leur heure est arrivée. Ils ne sont pas allés à l'école, ils sont dans la rue et ils pensent que par la rue, par la violence, par la menace et par la terreur, ils vont gérer la Côte d'Ivoire. Ils se trompent totalement. C'est les Ivoiriens comme vous qui êtes à l'extérieur avec vos enfants qui vont à l'école, qui demain viendraient gérer la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui s'excitent dans la rue, ils se trompent. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc, pour la première question, non, je n'ai pas suivi les militaires en 99, j'étais ambassadeur ailleurs. Je n'ai pas suivi les militaires en 2001, lorsque le parti du général Robert Gaye était créé. J'étais ambassadeur à l'extérieur. C'est vraiment bien plus tard que j'ai adhéré à ce parti. Professeur, nous allons prendre quelques questions des auditeurs qui sont naturellement en ligne et ensuite revenir au panel si ça ne vous gêne pas. Non. Voilà. Nous partons dans l'état du Minnesota avec M. Nyawa qui anime une chaîne. Il anime aussi des émissions je crois c'est sur la chaîne 22, je pense. M. Nyawa. Bonsoir, M. Nyawa. Est-ce que vous avez des questions là pour le professeur? Allez-y. Merci donc à Jacques Roger et merci aussi à notre ami, le professeur éminent, M. Salif Ndiaye, nous l'avons connu. Et autant que il faut dire que je n'ai jamais cessé d'apprécier M. Salif Ndiaye parce qu'aujourd'hui, il fait pas de UDPCI. Moi, je le comprends parce que en tout cas, vraiment, c'est quelqu'un qui aime la vérité, il n'aime pas là où il n'y a pas la vérité. Vous avez vu aujourd'hui que dans ce même temps d'idée, il y a eu un problème au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu le coup d'État, et c'est que notre professeur n'a pas suivi les militaires. Mais ça, aujourd'hui, M. Bédi en a gros sur le cœur parce qu'il s'est dit que c'est UDPCI qui a causé ce tort à son parti. Mais est-ce que vous voyez que, avec tout ce que nous avons vu depuis ce coup d'État jusqu'aujourd'hui, si quelqu'un vraiment prenne le pouvoir demain, si jamais le président Gbagbo reprenait le pouvoir demain, est-ce que on va vraiment laisser cette personne-là gouverner, mettre en place son plan de gouvernement, et quand il va finir, on peut maintenant essayer de tout ce qu'il a fait. Parce que moi, je suis en train de craindre, parce que vous avez parlé tout à l'heure des politiciens. Et vous avez tout de suite parlé du fait qu'un État se développe